Je me faisais connaître pour l'aspect, la maîtrise juridique. Et là, je venais me faire éclater au sol. Une ou deux fois, on m'a ouvert des messieurs torse nu, mais je vais pas développer, mais en tout cas, ça m'a bien fait marrer. C'est-à-dire que j'arrive pour l'estimation. Au revoir Jean-Philippe, je vous ai trouvé nul. Bon, en gros, je suis tombée sur une grosse mythomane. Ouais, évitez de merder, voilà. Si tu crois que les top performeurs ne se loupent jamais, ne ratent pas des ventes, ne disent pas des conneries en clientèle, eh bien, écoute bien ce podcast parce que tu vas voir que à Anne, à Jean-Philippe et à moi-même, ça nous est arrivé et tu vas bien te marrer, je pense. Salut Anne, salut Jean-Philippe. Salut Tic. Salut. Tac. Tic et tac. Bon Salut les amis, ça fait quelques épisodes maintenant qu'on est ensemble. Anne, top performeuse en immobilier. Elle a fait plus de entre 350 et 430 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Elle a 2 agences immobilières. Elle a pas loin de 10 collaborateurs, je crois, aujourd'hui. Et élue au palmarès de l'immobilier 2022 comme étant l'agence numéro 1 pour la région Île-de-France. Bref, voilà, vous la connaissez maintenant très bien. Jean-Philippe, agent immobilier, plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires à titre personnel. Et surtout, Jean-Philippe, il a à son palmarès plus de 100 conseillers immobiliers et directeurs d'agence coachés sur la francophonie. Merci à vous deux d'être avec moi aujourd'hui dans cet épisode. Salut Cédric. Ce que je vous propose, c'est que dans cet épisode, qui est un épisode sans filtre, on va partager nos pire loupé, vraiment les trucs où on sait mais louper littéralement et on va en tirer des leçons si vous le voulez bien et montrer en fait à tous ces conseillers immobiliers que on peut pas tout savoir et forcément des fois on a des petits couacs. Alors qu'est-ce qui veut commencer ? Bon allez, j'y vais si tu veux. Allez. Moi, mon pire loupé, j'en ai très très peu eu, j'en ai eu un beau. Arrête de te raconter, Jean-Philippe. Non mais en fait, je sais que moi j'ai une vie très très chiante. Donc non, j'en ai eu un beau lors de ma première année d'activité qui m'a vraiment vacciné. En fait, lors de ma première année pleine d'activité, c'était en 2016, même si j'ai commencé en 2015-2016, c'était ma première année pleine. Et je faisais partie du réseau d'affaires BNI. Et lors de mes infomerciales, c'est-à-dire de mes pitchs en réunion, je mettais en avant mon côté ancien juriste, etc. Donc rassurant sur les aspects juridiques, etc. Première recommandation que je reçois ou deuxième recommandation que je reçois, on m'envoie on me recommande auprès de quelqu'un pour aller vendre un bien. On fait la vente, on va chez le notaire au compromis. Et ensuite, l'acte authentique de vente quelques mois plus tard. Et le jour de la signature, donc la personne qui achetait était un Lillois, donc il avait fait descendre. Donc moi, j'habite Aix-en-Provence, donc il était venu de Lille. Il y avait son camion de déménagement devant la maison, etc. Enfin, ils avaient stationné le camion devant la maison, tout ça. Et il se trouve que le notaire, le jour de l'acte authentique de vente, passe l'acte en revue et informe au moment de l'acte authentique, donc pas le compromis, qu'il a découvert en fait une servitude d'alignement, donc d'élargissement de la voie, qui passe à ras de la maison, c'est-à-dire une maison de 150 mètres carrés sur 2500 mètres carrés de terrain. Eh bien, on se découvre que dans les projets de la commune, en fait, il y a un élargissement de voie qui est vraiment prévu et qui va passer à 1 mètre de la maison et de la structure de la maison. Un élargissement en passant de 6 à 12 mètres, quelque chose comme ça, donc gros élargissement. Et donc, le notaire, en fait, découvre... en fait, il s'est planté parce qu'il aurait dû forcément, lui aussi, faire preuve de diligence. Mais en fait, j'ai fait une erreur parce que, d'un point de vue juridique, parce que dans le titre de propriété des vendeurs, il y avait juste une petite ligne. Il y avait écrit... cette parcelle fait partie de l'emplacement réservé de Sainte-Anne, du quartier Sainte-Anne, etc. Juste une ligne. Et cette ligne-là, en fait, révélait en réalité cette servitude. Et ça, en fait, ça a créé un énorme cataclysme chez moi parce que je venais de démarrer aussi chez BNI, je venais d'être recommandé, je me faisais connaître pour la maîtrise juridique. Et là, je venais me faire éclater au sol sur un truc juridique. Et, ça pique là. Et donc, ouais, en termes... non, pas en fait d'humilité, parce que c'est pas tant ça, c'est en termes de vraiment de remise en question de tes process. C'est-à-dire que j'ai reconnu que j'avais merdé auprès de la personne qui m'a recommandé, qui n'était rien d'autre en plus que le directeur régional BNI en plus. Tout va bien.
Voilà, donc Nicolas, si tu m'écoutes, merci pour ta reco. Et il m'a appelé pour dire qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je lui ai avoué que moi aussi, j'avais merdé, même si le notaire était en première ligne, j'aurais dû moi aussi relever cette ligne et y aller, alors que je mettais en avant mes compétences juridiques, tu vois. Et donc, par ce côté débutant, voilà. Mais ce que j'ai envie d'en retirer, tout ça, donc hormis le fait que l'acquéreur m'a limite insulté en sortant et qui m'a dit « Au revoir Jean-Philippe, je vous ai trouvé nul ». Il m'a dit « J'ai trouvé nul ». Sur ça, en fait, sur cet aspect-là, Ouais. eh bien, ça m'a permis véritablement de m'interroger sur « Ok, c'est bien de revendiquer des choses, mais il faut admettre qu'on a merdé ». J'ai admis auprès de la personne qui m'avait recommandé que j'avais merdé, et Nicolas, et que j'allais mettre en place tel et tel process pour que ça n'arrive plus à l'avenir. Donc, de justifier de la modification des process auprès de la personne qui m'a recommandé pour lui expliquer en quoi ceci n'arriverait plus. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est aussi sur la base de cette réparation que Nicolas, 1 an et demi plus tard aussi, c'est aussi pour ça qu'il m'a nommé directeur consultant BNI, parce que faut avoir cette aptitude à la remise en question. Et ça, c'était intéressant parce que moi qui me présentais comme un juriste maîtrisant le droit, enfin, pas comme ça, mais voilà, j'étais censé quand même maîtriser. L'erreur est humaine, non ? Voilà, mais ça m'a permis vraiment de revoir mes process et de faire part à mes apporteurs d'affaires de l'évolution de ces process pour leur expliquer en quoi ça n'allait plus se reproduire. Donc franchement, on se sent vraiment pas bien quand c'est sur un truc juridique que tu foires alors que c'est censé être ta spécialité, quoi. Et tu sais, là, ça me fait penser à un truc justement par rapport à ce que tu dis. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de métiers qui sont remis en question avec l'IA. Et là, par exemple, une IA pourrait très bien voir cette ligne et mettre un warning, un espèce de red flag en disant attention, ce truc-là, machin, parce que je dis l'erreur est humaine en fait, mais tu vois, c'est un truc qui pourrait arriver peut-être dans l'avenir où on n'aurait plus ce genre de problème. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ouais, tu peux le scanner, montrer à ChatGPT peut-être. L'IA, nous, tu vois, on commence à l'utiliser à l'agence pour la lecture des PV d'AG. Ouais. De copro. Énorme. Pour gagner du temps. Et justement, en gros, quand tu as une procédure ou vraiment un point de vigilance, l'avantage, c'est que, c'est pas encore moi qui l'expérimente, mais c'est ce que m'a reporté David. Et en fait, ça te met un warning sur s'il y a une procédure en cours ou vraiment un point de vigilance à avoir. Et je trouve que du coup, c'est hyper pertinent. Ouais. Et pourquoi pas, effectivement, ça fait écho avec ce que tu dis sur pourquoi pas analyser un titre de propriété via l'IA. Ce tips de ouf qu'on vient de donner là. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une super idée, ouais. C'est énorme. Mais effectivement, ouais, donc parce que beaucoup de gens là aujourd'hui sont en train de partir dans l'IA et final, ils procrastinent. Tu sais, c'est vraiment un moyen dès qu'il y a une espèce de nouveauté, on se met dedans. Et j'ai eu une discussion avec Thierry Galdeano de propriété privée que je salue au passage. Voilà, qui me disait faut faire cette part des choses en disant attention, l'IA, enfin les gens vont là-dedans et au final ils procrastinent, ils oublient le truc. Mais là, ce qu'on vient de donner là, c'est énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux demander avec un bon prompt à ChatGPT de faire une analyse d'un doc et de te signaler les red flags. Ok, good. Super, parfait ça. Moi, j'ai eu un coup comme ça, tiens, je fais juste le petit parallèle sur une vente d'une maison et on passe sur un truc aussi complètement con où sur le terrain, il y avait un droit de préemption au niveau des canalisations qui passaient sous terre. Et donc, à tout moment, une entreprise pouvait rentrer, péter la clôture, creuser, machin, interdiction de mettre un arbre fruitier ou machin qui puisse arriver jusqu'aux canalisations. Donc, il fallait autour de 4 mètres de la zone ne rien implanter. On ne pouvait pas mettre une véranda ou quoi que ce soit. Et tu vois aussi, on a eu ce plantage et le propriétaire, enfin l'acquéreur à l'époque, est arrivé à l'agence pour signer le compromis et me met ça sous le nez. Il y avait le vendeur et tout, j'étais pas bien. Mais effectivement, on pourrait solutionner ça peut-être avec une IA. Ok. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ce partage, c'est top. Merci à toi Cédric. Merci. Anne, est-ce que tu peux nous partager un truc croustillant ? Alors, écoute, 1 ou 2 fois, on m'a ouvert des messieurs torse nu, mais je vais pas développer, mais en tout cas, ça m'a bien fait marrer. C'est-à-dire que j'arrive pour l'estimation et... ça m'est arrivé 2 fois. Donc... Moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir des femmes qui m'ouvrent torse nu.
Non, mais alors c'est un peu déstabilisant parce que, alors dans les deux gars, il y en avait un que je connaissais parce que c'était une reco et on se connaissait entre guillemets de loin. Donc je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu peux te mettre un t-shirt? Il m'a dit, ah ouais, excuse-moi, je sors du sport, bon voilà. Et la deuxième personne, c'était un monsieur que je ne connaissais pas, donc c'était un peu plus gênant. Donc bon, rapidement, il a mis un pull, donc c'était ok, mais enfin c'est un peu particulier quand tu te pointes comme ça. Non, ce que je peux vous partager, j'ai une histoire d'une maison que j'avais en vente, d'amis de mes parents. Donc, en plus, là, tu te mets double pression, hein, clairement, tu te dis, là, faut vraiment pas se foirer, les gars. Et je trouve une acheteuse, enfin un couple, mais c'est souvent la dame que j'avais en contact, qui achetait comptant, une maison à plus d'1 million d'euros. Donc là, tu te dis, génial. Là, franchement, j'ai trouvé l'acquéreur pépite, etc. Cette dame donc m'explique qu'elle achète comptant avec son époux parce que monsieur avait eu, de par sa famille, une succession, donc il avait des fonds. Alors, est-ce que les fonds sont bien disponibles? Oui, etc. Bon. Je signe le compromis de vente, parce que je rédige les avant-contrats, donc je signe le compromis de vente, je dépose le dossier au notaire, et au moment de virer le séquestre, je demande au notaire s'il avait bien viré les fonds. Bref, s'il avait bien reçu les fonds des acquéreurs. Le notaire ne me répond pas, ce qui fait que plusieurs semaines se passent, et au bout de peut-être un mois et demi, je me fais tilt en me disant, le notaire ne m'a pas répondu sur la réception du séquestre. Et là, le notaire me dit non, j'ai rien. L'acheteuse me dit non, mais moi, j'ai bien viré, etc., les fonds. Bon, en gros, je suis tombée sur une grosse mythomane. Aïe. La dame n'avait non seulement pas 1 million, mais je pense qu'elle avait même pas un radis. C'était vraiment... c'était une supercherie, quoi. Et donc, je me suis retrouvée la plus conne du monde à devoir gérer donc les vendeurs qui, en plus, amis de mes parents, avec donc cette dame qui en fait était complètement mythomane, et elle a arrêté de me répondre quand le notaire a fait les vérifs, etc. Il m'a dit en fait elle est zinzin, elle est connue de plein d'offices notariales, etc. Et en gros elle en est pas à son coup d'essai. Waouh. Et là je me suis dit ok Anne, qu'est-ce que tu peux faire pour les prochaines transactions, parce que c'est vrai que je demande systématiquement la provenance des fonds, etc., même sur mes modèles d'offres. Mais juste, Anne, là-dessus, il y avait un compromis de signé ou pas? Alors, le compromis, en plus, c'est moi qui l'avais rédigé. D'accord, ok. Sous l'enseigne de mon agence. Et on ne peut pas, clairement, la clause pénale, on ne peut pas y aller? Non, parce que la dame, en fait, en gros, je pense que ce que m'avait dit le notaire à l'époque, en gros, sa capacité juridique, de toute façon, ça se trouve, elle était un peu altérée, et que de toute façon, cette dame n'avait pas un radis, donc on allait se battre, ça allait être pot de terre contre pot de fer. En gros, qu'est-ce que tu vas faire, une procédure, parce qu'après le notaire avait eu des infos, et en fait la dame c'était, limite une dame dans une situation, quand je dis précaire, en tout cas elle avait aucune ressource, quoi. Ouais. Donc on n'allait pas faire une procédure. Donc moi je me suis dit désormais, donc sur mes modèles d'offres, j'ai la provenance des fonds. Quand les gens disent s'ils ont de l'apport, etc., d'où vient l'apport. Et maintenant, depuis cette histoire-là qui s'est passée, donc j'avais déjà plusieurs années d'expérience, parce que je pense que c'était en 2021, je crois. Donc, t'étais déjà vieille dans l'immobilier. J'étais déjà une vieille de limo. Merci Jean-Philippe. Et donc, je me suis dit, maintenant, je demande systématiquement, quand il y a un achat comptant, une copie écran ou un relevé de l'épargne. C'est complètement... Alors, en plus, vis-à-vis de Tracfin, ça a du sens aussi. Ouais. Mais bon, voilà, c'était pour moi une énorme déception. C'était comme ça. Les vendeurs, après, ont retrouvé un acquéreur. Mais voilà, ça a été un peu double peine parce que, en plus, c'était des amis de mes parents. Donc, j'étais t'es moins bien. Encore plus mal. J'en ai une deuxième. J'ai pas fait beaucoup de bêtises. Je suis un peu comme Jean-Philippe. J'ai une vie, moi aussi, très chiante, finalement. J'essaie d'être assez carrée dans mon boulot. Mais j'ai une deuxième anecdote à partager. Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent parce que c'est passé avec une personne que je connaissais, donc un vendeur, pas une amie, mais en tout cas une connaissance où on se tutoyait, on se connaissait bien, etc. Elle me confie son bien à la vente. Ils avaient acheté, donc c'était un lot de copro. Ils avaient acheté en VFA, donc achat sur plan.
Et elle m'indiquait que dans l'immeuble, il y avait certains lots qui avaient été achetés par le parc social et d'autres via le parc privé. Elle avait acheté par le parc privé. Je rédige le mandat, etc. On trouve un acquéreur, bref. Je rédige le compromis de vente et en fait, je regarde j'avais regardé le titre de propriété au moment de saisir le mandat. Et il y avait une clause dite anti-spéculative qui précisait que lors de la revente des lots, si elle intervenait avant 5 ans après le rachat, qu'il y avait la possibilité éventuelle, qu'en tout cas, il devait prévenir la mairie qu'il y avait un droit de regard sur le prix vendu et qu'on ne pouvait pas vendre comme ça de manière arbitraire à n'importe quel prix. Ouais. C'est vraiment pour éviter justement de faire trop grimper les prix. Et donc, quand j'en parle à ma vendresse, je lui dis cette clause, et elle me répond non, c'est les gens qui ont acheté dans le parc via le parc social, qui ont acheté donc à des prix beaucoup moins chers. Cette clause est spécialement pour les gens qui ont acheté dans le parc social. Moi, j'ai acheté dans le parc privé, donc ne t'inquiète pas, etc. Et moi, je l'ai cru, et elle, de bonne foi, elle y a cru aussi, sauf que pas du tout. Donc, on s'est retrouvés après la signature de donc la promesse, j'envoie le dossier au notaire, et puis peut-être 3 semaines ou 1 mois après avoir signé le compromis, donc délai de rétractation purgé, etc., les notaires m'appellent en me disant « Madame Boucou, on a un problème avec cette clause ». Donc, moi, je leur explose tout bonnement, et en fait, ça a été un boogie-boulga. Il a fallu aller à la mairie pour justement faire jouer ce délai, parce qu'en fait, il l'avait laissé dans son titre, mais visiblement, c'était vraiment à la base que pour le parc social, sauf qu'elle se retrouvait avec ça. Et donc, il a fallu aller lever ces éléments-là. Ah, elle était mal rédigée peut-être. Ah oui, exactement. Enfin, c'est surtout qu'elle n'aurait pas dû être appliquée pour eux. Oui, ok. Sauf que c'était écrit noir sur blanc. Donc, comme on dit, l'écrit prévaut à ce qu'on peut te raconter à l'oral. Oui. Tout ceci pour dire que finalement, la vente s'est faite avec maintes péripéties, et puis donc il y a eu beaucoup de rebondissements. Moi, j'ai pas dormi pendant plusieurs nuits parce que j'étais très très embêtée de cette situation, parce que du coup tout le monde était bloqué. La vente s'est faite parce que donc ils ont réussi, les notaires et les vendeurs aussi ont eu un gros rôle à jouer justement pour aller faire le pied de grue, mairie, département. Enfin, ça a été un gros sac de nœuds. Donc, ce que je retiens de cette histoire, c'est que finalement, même quand on a un vendeur, et encore une fois, de bonne foi, parce que là, j'étais vraiment avec des personnes de bonne foi, qui nous précisent que l'élément, qu'il peut y avoir une clause, mais qui ne correspond pas à ce qu'eux ont compris, bien évidemment, l'écrit prévaut toujours. Et moi, de par notre relation de confiance, peut-être que je me serais méfiée dans un autre contexte, mais là, on se connaissait, et j'avais vraiment confiance dans son jugement. Mais clairement, on s'est tous fait avoir. Donc, ce que je retiens, c'est que toujours regarder le titre en détail. Et quand on a un doute, même si son vendeur, encore une fois, de bonne foi ou de mauvaise foi, mais en tout cas, dit l'inverse, en tant que professionnel de l'IMO, vis-à-vis de notre devoir de conseil, il faut absolument qu'on soit irréprochable là-dessus. Donc, se faire appuyer de son service juridique, demander conseil à un notaire. Bien sûr. Mais d'être hyper nickel. rigoureux. Parce que là, je me suis plantée. En plus, quand on rédige soi-même l'avant-contrat en tant que professionnel, tu engages ta responsabilité. On engage sa responsabilité. Ouais. Donc, j'ai transpiré bien comme il faut. On a sorti ce dossier. Une des notaires qui était sur ce dossier, c'est quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de travailler, et elle m'en reparle à chaque fois qu'elle me voit en me disant « Tu te rappelles, Anne, ce dossier-là, tu nous as amené un beau dossier pourri ». Donc, voilà, je retiens vraiment ça, et ça m'a fait aussi beaucoup évoluer là-dessus. Ouais, top. Écoute, je reviens sur l'affaire là, avec la mythomane. Tu sais quoi, on a eu un cas un peu similaire, nous, un couple. Sylvie, si tu me regardes, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour. Bon, c'était la cliente acheteuse avec son mari de l'époque. Et ils devaient acheter une maison qu'on avait en vente en chaîne. D'accord ? Donc, vente en chaîne. Le propriétaire de cette maison, dans les 300 000, achetait une baraque dans les 400 et tout ça. Et donc, on a ces acquéreurs-là, moi, que je vois, mais tous les jours, tu sais, Villepreux, c'est une petite ville, les gens, on se croise sur le marché. Donc, ils viennent, ils veulent visiter. Et monsieur me dit, j'ai 300 000 d'apport. Donc, ça va être easy pour nous. Et c'est parti, on se lance. Et à l'époque, tu sais, on n'avait pas ce regard sur la provenance des fonds, Tracfin et compagnie.
Et bêtement, tu vois, tu te dis, bon, je les connais, je les vois tous les jours, allez, c'est parti, on y va. On signe le compromis, et puis, si tu veux, il restait un reliquat de prêt. Chaque fois, non, je te dis une bêtise, il n'y avait pas de reliquat de prêt. Et il y avait une date à laquelle on s'était dit, voilà, on devait avancer sur le sujet du financement et des fonds. Et chaque fois, il décalait la date dans une semaine. Je vous dis quand les fonds arrivent. Et au final, en fait, ces fonds-là, ils sont jamais arrivés. Vraiment, ça s'est tendu fortement avec lui, avec le vendeur et tout ça, parce qu'en plus de ça, tu vois, il pas de transparence, pas. Vraiment, il nous prenait, il nous baladait. Et on s'est retrouvé dans une situation où, même s'il y a une clause pénale, même s'il y a, on va dire, quelque chose de juridique, t'es tenu par les coroles, si je peux dire ça, parce que le vendeur attendait sur sa vente et l'autre nous disait moi je veux ressortir parce que voilà, j'achète plus mais il faut pas qu'il y ait de frais ou de quoi que ce soit. Donc bon, on avait convoqué chez le notaire, si tu veux, on avait convoqué plusieurs fois parce que il était censé venir, il était censé signer, il était engagé, il avait annoncé qu'il avait l'argent, donc on avait fait truc huissier comme quoi on avait bien engagé la date, non-présentation et tout, il n'est pas venu et tout. Et à la fin, en fait, en gros, ce qu'on a compris dans ce genre de situation, c'est que c'est une négociation entre l'acheteur et le vendeur. Parce que tant que ça c'est en place, en fait, le vendeur ne peut pas vendre. Tant qu'on n'a pas statué sur le fait que il se retire dans telles conditions, machin, et si on veut emmener la personne en procédure, on ne peut pas vendre. Oui. Et donc, ouais, exactement. Donc, il faut vraiment être très vigilant en amont parce que quand la situation arrive, de dire au vendeur, vous inquiétez pas, vous êtes protégé par la clause pénale. Oui. Malheureusement, c'est pas toujours. C'est compliqué. Et il faut au maximum essayer d'avoir l'argent de la clause pénale parce que souvent, en tant qu'agent immobilier, on a du mal à demander ces 10%. Et il faut essayer d'avoir le maximum pour protéger ses vendeurs. Oui, Jean-Phi. Ouais, juste pour revenir sur la clause pénale 2 secondes, en fait, il faut savoir que de toute façon, on peut avoir une clause pénale qui dit telle ou telle chose dans un contrat, mais il faut savoir qu'un juge peut toujours diminuer la clause pénale s'il estime qu'elle est disproportionnée par rapport. Donc en fait, selon l'appréciation même du dossier du juge, il peut diminuer de façon discrétionnaire le montant de la clause pénale. Donc en fait, on est protégé, oui, en tant que professionnel du droit, mais en fait, c'est vraiment, vraiment aléatoire et le juge a un très grand pouvoir en la matière. En fait, c'est juste de dire que c'est pas parce qu'on l'écrit dans le contrat qu'en fait, que systématiquement, on va avoir le montant de la commission au total, quoi. Parce que le juge a le pouvoir de réduire ça. Parce qu'il y a des conditions d'autres types de contrats ou non, mais là, oui. Ok, Anne. Est-ce que c'est une connerie que tu nous dis, Jean-Philippe, ou c'est vrai ? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, sur la clause pénale, c'est pas une blague. Donc, super, top. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter à tout ça, les amis ? Ouais, évitez de merder, voilà. mais de toute façon, vous allez merder quand même à un moment donné, c'est sûr. Ouais, voilà. Et moi, je rajouterais aussi, faites confiance, bien sûr, aux écrits, etc., mais aussi à votre intuition. Oui. Moi, cette dame, sur mon premier cas, ou donc la dame mythomane, on va l'appeler comme ça, je me suis pas assez méfiée. Mais au fond de moi, j'avais une petite voix qui me disait « Anne, c'est quand même chelou cette histoire. Et en fait, j'aurais dû. Écoutez cette petite voix. Et donc, vraiment, faites, suivez vos intuitions. Top. Alors, vous avez peut-être des histoires comme ça aussi qui vous sont arrivées. Si vous voulez nous les partager en MP ou directement en commentaire, n'hésitez pas. On sera ravis de vous lire. Bien évidemment, pensez à vous abonner si vous voulez être sûr de recevoir toutes les informations sur ces podcasts, d'être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Ouais. On vous souhaite une très belle journée et de ne pas trop vous louper. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, bye.